Alexis, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez dans votre très très belle galerie de l'île Saint-Louis. Quels sont vos domaines de prédilection? Je suis spécialisé en art islamique et en art indien. Et ma période préférée, entre guillemets, les empires que je préfère sont les Moghols, les Ottomans et les Safavides, qu'on pourrait qualifier d'empires tardifs entre le 15e et le 18e siècle, avec une passion particulière pour l'Inde. Ça fait un grand territoire. Ça fait un grand territoire, surtout que pour le domaine de l'art islamique, on a aussi des objets qui sont de période médiévale et sur des aires géographiques un peu plus vastes. Mais ma spécialisation, c'est vraiment le monde indo-persan, l'Asie du Sud, entre le 15e et le 18e. Ça a dû être un peu compliqué pour vous de choisir quelques objets pour illustrer votre spécialité. Vous avez choisi quelque chose d'assez étonnant qui fait penser à une sorte de pâte violente. Pourriez-vous nous la montrer, s'il vous plaît? C'est un objet très particulier, extrêmement rare, qui s'appelle un bagnak. Littéralement, c'est la griffe du tigre. Et c'est une arme qu'on peut cacher en fait, dans la main. Et quand elle est portée, évidemment, elle n'est pas à ma taille, donc on ne s'en rend pas parfaitement compte. Mais quand elle est portée, on peut ne voir que les 3 bagues qui sont ici. Et à l'intérieur, comme on le voit ici, on a des griffes acérées qui sont clairement destinées à nuire à la personne qui va être attaquée. On en connaît très peu. On en connaît un certain nombre qui sont beaucoup plus simples, qui sont juste constitués d'une tige sur laquelle sont fixées plusieurs griffes et qui est placée à l'intérieur de la main. Celui-ci, il est très complexe, il est entièrement articulé. C'est un travail de forge assez incroyable. On a énormément de détails qui sont assez fascinants. Ici, nous avons des points d'attache entre la barre transversale et les différentes griffes bagues. Et on voit que les éléments de fixation eux-mêmes sont repris en ciselure pour correspondre aux petits traits qu'on a sur la barre qui vient renforcer cette partie. Tous les éléments, il est en état absolument parfait. Et ce qui est très intéressant avec ce bagnak particulier, c'est que c'est une typologie d'armes qu'on associe à la ville de Satara, en Inde, et particulièrement on les associe à Shivaji, le Marathe, qui a combattu en Inde particulièrement contre les gens qui dirigeaient le Décan, donc le nord du sud de l'Inde. Il y avait de grands conflits et il y a eu un crime qui a été commis par Shivaji dans lequel il a utilisé une arme de cette typologie qui lui a permis de cacher son arme, de faire un rendez-vous diplomatique entre guillemets et de tuer Afzal Khan. Donc c'est un moment important et on ne peut s'empêcher d'imaginer que ce pourrait être cette arme. En tout cas, la plupart des armes de cette typologie sont très simples. Celle-ci articulée est rarissime. On en connaît 3, peut-être seulement 2, puisque une de celles qu'on connaît n'est représentée qu'en gravure, dans un ouvrage très ancien qui est un livre de Egerton. Et donc, on ne sait pas, étant donné l'image qu'on possède, si c'est celle-ci ou une autre. En tout cas, c'est vraiment une chose extrêmement rare. Et de surcroît, la qualité de fabrication, le travail technique de forge est absolument incroyable. Cette expertise technique intervient, j'imagine, fortement dans votre travail d'expert. Oui, en fait, quand on est expert, on est une sorte de détective. On essaie de remettre l'objet dans son contexte d'origine et on a un certain nombre de paramètres. On va répondre à des questions. Ça va être la typologie, le matériau, ça c'est extrêmement important, la manière dont il va être travaillé, la forme générale, l'iconographie. Il y a tout un ensemble d'éléments qui doivent correspondre à ce qu'on faisait à l'époque et les raisons pour lesquelles on faisait les objets ou les peintures. Ça c'est très important. Souvent les faux pêchent par excès de joliesse. Ou par excès de sensationnalisme. Par exemple, un objet comme ça, il existe des objets tardifs qui s'inspirent de ces objets-là, mais ils ne sont pas du tout, ça a une vocation, c'est fait pour impressionner, mais ça ne fonctionne pas, c'est un peu grand guignolesque. Alors que là, quand on a l'objet en main, on sent qu'il est
en plus d'être impressionnant, il est redoutablement efficace. Et il est parfaitement fait pour tenir dans la main. Enfin, il y a énormément de choses comme ça. Là, on voit le matériau, la technique de forge. Ensuite, on va travailler avec des comparables de musée. Et de mon point de vue, ce qui est le plus important, c'est que le contexte va donner lieu à des créations d'objets qui évoquent par exemple la puissance. On ne peut pas avoir un objet trop décoratif à un moment, par exemple pour les Moghols, la période d'expansion de l'empire moghol musulman, c'est une période de puissance et les objets, les choses qui sont faites dans ce contexte-là reflètent cette notion de puissance. Après, il y a évidemment plein d'autres paramètres, mais les matériaux, bien les identifier, comprendre comment ils sont travaillés, ça, ce sont des éléments qui sont primordiaux pour une bonne expertise. Est-ce que vous avez un autre objet à nous montrer? Oui, bien sûr. J'ai un autre objet pour rester dans les armes, un objet que j'aime beaucoup et qui est très raffiné. C'est une poignée d'armes de cour. Elle est en jade, incrustée d'or, et c'est une production de la cour ottomane vers 1550, enfin milieu du XVIe siècle. C'était pour une arme qu'on peut rapprocher d'un bitchak, c'est une petite arme qu'on portait à la ceinture avec une lame droite à un tranchant. C'est un objet d'un raffinement absolument fabuleux. Ce qui est très intéressant, c'est que cet objet montre énormément d'influence. Et quand on l'étudie, on est obligé de comprendre la politique entre l'Iran et la Turquie au XVe et XVIe siècle, l'influence même mongole, c'est-à-dire que cet objet est né de l'influence mongole en Asie centrale et en Iran, qui ensuite a créé l'art de cour persan, qui ensuite, lors de conflits, a donné lieu à des objets qui ont été pris par les Turcs et dont les Turcs ont pris des objets mais aussi des artisans qui sont venus dans l'atelier, le Nakashane en Turquie ottomane et qui ont copié et réinterprété des objets d'art décoratif persan. Donc on va retrouver énormément d'éléments assez classiques des motifs de l'art islamique, mais aussi quand on creuse d'influence persane. Il existe même une série d'objets de cette typologie pour lesquels on n'est pas toujours certain de savoir si ce sont des objets qui sont bien persans ou des objets ottomans faits par la cour ottomane, parfois même par des artisans persans. Donc encore une fois, je parlais de contexte, mais cet objet, on le comprend aussi par rapport à son contexte. C'est-à-dire que c'est un objet très luxueux, mais pas ramenard. Il n'y a pas ça reste très équilibré, très raffiné malgré le grand luxe de l'objet. Et ce qui est formidable, c'est de voir que le choix de la matière permet vraiment de mettre en valeur le décor. Il y a une pièce très proche qui est dans les collections du British Museum, avec juste un élément de différence, c'est que les fleurs qui sont dans la partie haute ici sont sur l'exemple du British, elles sont incrustées avec des pierres, et ici on a une turquoise sur la partie haute. En termes de motifs, les motifs sont-ils particuliers? Est-ce que ce sont des motifs traditionnels? Est-ce que la décoration raconte quelque chose? C'est un des motifs primordiaux qu'on va voir utilisé de manière assez variée, mais ici il y a des éléments dans le décor qui sont intéressants et spécifiques. C'est l'utilisation de petits points qui sont appliqués autour de certaines des volutes. Ça va permettre d'identifier plus clairement cet objet comme étant une production ottomane et non une production persane qui aurait pu influencer le monde ottoman. Et ici, on a aussi la forme qui est un petit peu spécifique aussi plus au monde ottoman. L'arabesque va être utilisée et adaptée à certains éléments de l'objet. On voit que sur la tranche ici, on a une forme complètement différente du motif qui, avec la lumière, permet de le transformer complètement. C'est un objet personnellement que j'affectionne parce que c'est des objets qui montrent vraiment la puissance de manière très riche, très luxueuse, mais aussi extrêmement raffinée. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à l'art islamique?
Alors moi, j'ai eu une sorte de révélation à la mosquée cathédrale de Cordoue. C'est un lieu dans lequel on peut comprendre l'espace de prière musulman et l'espace de prière chrétien. On voit la différence, l'élévation vers le ciel et la relation très horizontale à Dieu dans l'islam. J'ai essayé de comprendre la religion musulmane et, et le côté, j'allais dire presque psychédélique, en tout cas le rapport à l'espace dans le monde musulman fait qu'on a un rapport au motif, au décor qui est très particulier, qui moi me touche beaucoup et qui est dans la potentielle multiplication du motif. Par exemple, l'espace de prière dans le monde musulman, il est multiple, on peut prier partout, le plus important étant la direction. Il y a des éléments qui, dans la mystique musulmane aussi, sont passionnants, qu'on pourrait comparer un peu à de la physique quantique, rapport au monde très particulier. Donc tout l'intérêt que j'ai eu pour ça, c'est cristallisé ou a pris forme. J'en ai compris un peu plus le fonctionnement en l'expérimentant physiquement dans cet espace de prière où on avait la sensation, avec une forêt de colonnes, d'être dans un espace immense. Et voilà, ce qu'on retrouve vraiment dans les motifs, typiquement ici, on a un motif qu'on va retrouver multiplié. Quand on pense aux carreaux de revêtement en céramique qui sont spécifiques aussi au monde musulman, ces motifs vont être multipliés de la même manière que la relation à l'espace est multiple. D'ailleurs, il y a un travail très intéressant qui s'appelle Islamophilie, une exposition qui a eu lieu au musée de Lyon, qui montre comment cette potentielle multiplication des décors a été très appréciée au 19e en Occident et a donné lieu à beaucoup de créations d'objets d'art décoratif qui étaient en vogue à l'époque parce que ça s'approchait aussi de l'industrialisation en quelque sorte. Quelle est l'importance de la peinture dans votre spécialité? Alors la peinture, moi je m'intéresse particulièrement à la peinture indienne et persane, c'est vraiment un monde très particulier. On utilise le terme de miniature, mais le terme de miniature ça vient de minium, qui est un des éléments constitutifs des matériaux utilisés, mais il n'y a pas toujours de question d'échelle. Et ce sont des images qui ont vocation à être compilées en album, un peu comme les dessins dans le monde occidental où on avait de très belles feuilles. L'intérêt que je porte à la peinture me permet de mieux comprendre ce qui anime le sens de la relation à l'image dans le monde indien. Parce qu'évidemment, quand on parle d'art islamique, on évoque toujours l'idée de la figuration. On dit dans le Coran qu'il est préférable de ne pas se mettre en compétition avec Dieu et que si on représente, il ne faut pas qu'on ait de vocation à recréer en quelque sorte. Il est dit que sinon, si on représente de manière trop réaliste, après la mort, on va être obligé de donner vie aux choses. Donc le rapport à l'image est différent. L'image n'a pas vocation à être réaliste, mais à transmettre des choses, et particulièrement dans le monde indien, de l'émotion. Ici, c'est une peinture pahari, ça vient des montagnes du Pendjab, mais c'est très fortement influencé par la peinture moghole. Et la peinture moghole, en faisant très court, on a un mélange d'influences de gravure occidentale, de peinture classique indienne avec des narrations autour de l'émotion, et de peinture persane où on avait des artisans persans qui ont été pris, des motifs, des histoires persanes, et qui ont été adaptés, qui ont créé un style spécifique qui est le style moghol. Et là, on a de nouveaux commanditaires riches et puissants dans les collines du Pendjab qui ont sollicité des peintres qui avaient travaillé à la cour moghole, qui donne un style très particulier. Ici, c'est une peinture donc Angra ou Guller qui est du début du 19e siècle, qui montre en fait Krishna Venugopala, Krishna joueur de flûte et Radha. Ils ont une relation, c'est l'amour divin. Il y a énormément de choses qu'on peut découvrir peu à peu quand on regarde cette peinture, dans le feuillage, les animaux et la composition générale qui est assez spécifique, où on voit que la forme ronde est utilisée pour marquer en quelque sorte la douceur de la relation qui anime les deux personnages principaux. Et le bras de rivière va être traité avec une forme ronde. Les sortes de galets qui sont ici reprennent cette forme, les nuages aussi. Et c'est très proche d'une peinture qui est conservée dans les collections du Metropolitan Museum, qui est probablement du même peintre ou du même atelier, et qui est aussi d'une grande beauté. Il y a pas mal d'éléments passionnants aussi en termes d'expertise sur le traitement des couleurs, l'oxydation des matériaux, puisqu'il y a malheureusement beaucoup plus de peintures qui sont refaites dans le goût de l'ancien que de peintures qui soient vraiment anciennes.
et l'expertise va s'attacher aussi à des éléments techniques, comme on peut le voir sur des peintures, des matériaux, des oxydations. Par exemple, sur celle-ci, on voit qu'on a des éléments spécifiques dans la matière de la peinture qui constitue le fond bleu. On a par exemple des inclusions de mica, c'est-à-dire que quand on bouge la peinture, on voit quelques éléments avec des reflets légèrement plus brillants. Et on a aussi ici au niveau de la chaîne de l'attache de l'éléphant, éléphant dont on connaît le nom, qui s'appelle Ati-Bala-Baka, qui est un éléphanteau. Et ça fait partie d'une série de portraits d'éléphants qui étaient faits par le Maharaja. Et on voit que donc, les éléments qui étaient ici en argent se sont oxydés pour donner cette matière grise vraiment spécifique. Sur une copie, par exemple, on aurait l'utilisation de gris pour imiter cet argent oxydé, alors que sur une peinture ancienne et authentique, on aura de l'argent oxydé. Donc quand on connaît l'évolution des matériaux aussi, on réussit à comprendre et à identifier les copies. Il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes dans l'étude de l'art du monde musulman, particulièrement la question des échanges, puisque c'est une terre d'échanges. Les routes de la soie, c'est évidemment ce qu'on en connaît, mais à l'époque, le pape portait des sourates du Coran sur des textiles extrêmement précieux, faits en Orient. Les croisades ont apporté énormément d'échanges culturels, pas seulement des échanges belliqueux et des batailles. Et quand on étudie le monde musulman, on comprend aussi beaucoup d'influences croisées, la connaissance, ce qu'on appelle un travail d'arabe, aujourd'hui de manière négative, a longtemps été des objets liés à des objets techniques qui étaient si complexes que seul un arabe compétent était capable d'en prendre soin, dont des automates à la cour égyptienne, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses passionnantes qui cassent aussi les a priori sur la culture. Si je m'intéresse à votre spécialité sans y connaître grand-chose, quels seraient les musées à visiter, peut-être les 2-3 livres de référence, pourriez-vous nous conseiller? Alors pour les musées, bien entendu, il y a le musée Guimet, qui a une collection formidable, qui expose des peintures, mais alors les contraintes d'exposition muséale des peintures font qu'on a souvent un petit nombre de peintures visibles qui sont en rotation. Mais le musée Guimet a une collection formidable. Le Louvre présente quelques peintures aussi, et des objets d'art moghol. Et toujours pour la peinture indienne, il y a la Fondation Custodia, l'Institut néerlandais, qui est un peu méconnu, qui est vraiment un lieu formidable, dans lequel on peut aller prendre des boîtes et regarder toutes les peintures de la collection. Ils ont une collection de peintures indiennes fabuleuse. Sinon, pour l'art indien, il y a donc le Louvre et Guimet, bien entendu. Et puis après, il y a des musées internationaux, quand on pourra revoyager, le Metropolitan, le V&A, c'est absolument formidable, surtout pour les arts décoratifs. C'est un musée encyclopédique fabuleux. Et pas mal de musées qui se développent aussi en Orient, dans les pays sources, c'est-à-dire qu'en Malaisie, par exemple, il y a un musée très important d'art islamique qui a été créé il y a quelques années, qui se développe. On a beaucoup de musées au Moyen-Orient qui ont des magnifiques collections qui se sont constituées assez vite. Le musée du Qatar, le musée de Doha, qui est un musée avec une collection fabuleuse. Il y a pléthore de musées formidables. Plus à voir au Texas, ça c'est une anecdote savoureuse, mais on a énormément de collections d'art islamique qui sont visibles actuellement au Texas. Il y a la Kir Collection, qui était une collection incroyable, qui a été acquise par un musée là-bas, et la collection Al-Sabbar, qui est une collection du Koweït, qui est en prêt au musée de Houston. Il y a des choses étonnantes, ou des musées d'universités américaines qui ont des collections incroyables. Un des plus beaux Corans de l'époque timouride, l'époque de Tamerlan, Tamerlane, du 15e, un des plus beaux Corans de cette période est au musée de Détroit, par exemple. En termes de ressources digitales, je sais que le Metropolitan et d'autres musées mettent en accès libre un nombre très important d'œuvres. Est-ce que ces databases du Metropolitan ou du V&A sont intéressantes?
Oui, il y a même le Metropolitan, c'est un bon exemple. Moi, je m'intéresse pas mal aux ors d'Indonésie. J'ai quelques bagues et c'est un domaine d'études passionnant, mais qui est assez complexe puisqu'il y a peu de publications, peu de références. Dans ce cas précis, les collections du Metropolitan reprennent ce qui est connu, ce qui a été publié comme datation et proposent aussi de les affiner. Donc, dans ce cas précis, hors d'une publication, ils sont déjà online, capables de donner des éléments de datation. Et moi, par exemple, sur les datations de ces typologies d'objets, c'est de mon point de vue, je préférerais me référer à leur site que même à des ouvrages déjà un peu dépassés et qui n'ont pas été remis à jour. Donc, ça va dépendre beaucoup du conservateur et de la volonté de l'énergie qui est mise sur certains domaines, mais bien entendu, il y a beaucoup de merveilles. Aujourd'hui, on a quand même des outils pour accéder à des images, pour travailler en termes d'expertise, c'est hyper important, même si rien ne vaut le rapport direct et concret à l'objet. Quand on étudie l'iconographie, on a déjà beaucoup de réponses avec des images, mais prendre l'objet en main, comme disent les Anglais, il y a une phrase que j'aime bien, qui à mon avis résume très bien ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes de qu'est-ce que l'expertise. L'expertise, c'est aussi la compétence, c'est-à-dire le fait d'avoir emmagasiné, vu énormément d'objets, fait que de manière immédiate, quand on verra un objet d'une typologie qu'on connaît, on va tout de suite l'identifier comme bon, ou en tout cas nous donnant un bon sentiment ou un mauvais sentiment. Les Anglais ont une expression que j'adore, qui est « You never make twice a first good impression ». Et dans l'expertise, un objet qui nous plaît mais qui finalement pose problème, quand on revient vraiment à notre première intuition, elle est quasiment toujours la bonne et c'est le fruit de la compétence et de l'expérience et le fait d'avoir vu énormément d'objets. Alexis Renard, merci pour cette présentation et votre temps. Merci à vous. Hey!